Chantal Hébert, Hélène Buzzetti, Jonathan Trudeau, bonsoir. 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 Alors, on revient sur ces manifestations hier, mais pas sur les manifestations, sur le débat et surtout sur cet appel au calme de M. Legault. Je vous fais entendre un extrait, puis on revient tout de suite. Je fais un appel au calme et je me sens une responsabilité comme premier ministre là, d'être un rempart contre les extrêmes. Je pense que c'est une belle position qu'on a au Québec. Peut-être contrairement à certains autres endroits dans le monde, c'est moins polarisé, les débats. On est plus modéré, puis on doit continuer d'essayer de rassembler les Québécois, même si on n'est pas toujours parfaitement d'accord sur tous les sujets. Comité de sages. Donc, je commence avec vous, Jonathan, à Québec. Comité de sages, puis pas d'échéance, puis il dit qu'il faut réfléchir à ça, peut-être réfléchir au programme, ou en tout cas aux lignes directrices envoyées dans les écoles. Bref, réfléchir, Jonathan. Bien, moi, j'ai envie de vous dire, Patrice, que le premier ministre qu'on a vu aujourd'hui, là, c'est celui que la vaste majorité des Québécois apprécient. Quand on regarde les sondages, les taux d'appréciation et tout ça, moi, je dis souvent qu'il y a deux François Legault. Il y a celui que les gens voient peut-être moins à l'œuvre au Salon Bleu, très partisan, un peu revanchard et tout ça, mais il y a celui qu'on a appris à apprécier particulièrement, par exemple, pendant la pandémie, qui est rassembleur, qui est calme, qui essaie d'unir les gens, d'éviter justement la polarisation des débats. C'est ce qu'on a vu aujourd'hui. Donc, je pense que c'était le bon geste à poser. C'est bien reçu. Bon, maintenant, est-ce que ça va calmer les gens qui sont à l'autre extrême? Je ne le pense pas, mais il reste qu'il fallait apaiser un peu la discussion. En même temps, il ne faut pas juste pelleter le débat par en avant. Je pense que c'est bien vu, cette idée d'avoir un comité de sages, mais il faudra aussi garder en tête qu'au-delà des discours à un extrême ou l'autre, il y a des questions, il y a des débats à y avoir, des gens un peu partout dans notre société qui se posent des questions, qui s'interrogent, et il faudra vraiment, de façon sérieuse, de façon poussée, se pencher sur ces questions-là pour éventuellement arriver notamment avec certaines balises pour nous guider au travers de tout ça. Faire le tri, autrement dit, entre les craintes légitimes et un discours qui peut être repris par des groupes qui, eux, ont d'autres intérêts. Bref, Hélène. Oui, bien en fait, je suis assez d'accord avec tout ce que mon collègue vient de dire. C'était assez apaisant, cette sortie de M. Legault, et c'était bienvenu aussi. Je pense qu'encore une fois, le Québec marque sa spécificité par rapport au reste du Canada. On a beaucoup moins de pudeur à aborder ces débats parfois délicats qui fâchent. Je pense à l'époque à la question des accommodements raisonnables, mais plus récemment aussi la question de l'immigration. On a tendance à aborder ces choses, et ça a peut-être aussi comme effet de venir calmer les ardeurs de tout le monde. C'est souvent quand on étouffe les débats que les voix se radicalisent, qu'elles se figent et qu'elles deviennent plus extrêmes. Alors, contrairement à ce que certains disent, moi je pense qu'effectivement, si on se met à en parler de manière officielle, en ayant les politiciens qui s'impliquent, parfois, pas toujours, il y a des politiciens pyromanes, mais ça peut permettre de cadrer le débat, de faire en sorte que ça déborde pas. Ceci dit, moi, je suis allée me promener à la manifestation d'Ottawa. Je n'ai pas vu celle de Montréal, mais il faut quand même spécifier que des deux côtés, il y avait un vaste éventail de positions illustrées. Chez les Antilles, vous aviez des gens assez modérés qui disaient juste « Ah, me semble qu'on devrait plus adapter le discours, peut-être pas présenter certaines choses à des enfants trop jeunes », puis ça allait jusqu'à traiter le camp adverse de pédophiles. Mais du côté des pro-trans, si je peux les appeler comme ça pour faire court, vous aviez aussi des gens qui disaient, écoutez, il faut respecter tout le monde, mais à l'autre extrême, vous en aviez qui disaient, il faut faire éclater le système, cis étant écrit CIS, comme en référence aux gens qui ne sont pas trans. Et je voyais même une pancarte où on disait, arrêtez de tuer vos enfants, comme si les gens qui se posaient des questions voulaient assassiner leur progéniture. Alors, il y a de l'extrême des deux côtés, et un débat public peut avoir, pas toujours, mais peut avoir un effet modérateur. Oui, surtout quand on laisse le temps au temps, Chantal. Il n'y a pas d'échec. Je répète, il y a un comité de sages, on ne sait pas exactement qui ferait partie de ça, mais c'est encore flou, là. C'est certainement un exercice qui aurait le mérite de combattre la désinformation, parce qu'il y en a beaucoup dans ce dossier-là, comme dans plusieurs dossiers qui sont émotifs. Et il y a aussi, ce qui aide la spécificité du Québec sur ce dossier-là,
c'est que la droite religieuse ici n'a pas autant de place qu'ailleurs au Canada. Il y avait des affiches hier dans certaines des manifestations où on disait oui, Jésus et non à Pride. Ça dit à peu près tout ce qu'on a besoin de savoir là, sur la contribution peu éclairée qu'il y aurait dans ce débat-là. Je pense que l'intervention de M. Legault a le mérite, contrairement à celle de certains de ses collègues premiers ministres, de ne pas être fondée sur son opinion personnelle ou sur sa perception des choses. Et là, je pense à Scott Moe en Saskatchewan, Blaine Higgs au Nouveau-Brunswick, qui clairement se sont emparés de ce dossier-là pour se faire du capital politique, jusqu'à aller se promener dans des manifestations en disant « je protège vos enfants, moi ». Et je pense qu'au Québec, on n'a pas le goût d'avoir un débat qui va commencer sur ce genre de base-là. Très bien. Base qui bouge, tension énorme. Ça augmente entre la Chine... la Chine, oui, ça c'est... Entre l'Inde et le Canada. Un autre dossier. C'est vrai. Nos collègues de CBC, on en a parlé en début d'émission, ont dévoilé que c'est grâce à des écoutes entre diplomates indiens, en sol canadien, des écoutes faites par, on suppose, les Américains, mais on ne spécifie pas un des pays des Five Eyes. Bref, ça s'envenime quand même. Je vous fais entendre M. Trudeau, des membres de l'opposition, puis on revient. Nous ne cherchons pas à provoquer ou à causer des différends. Mais nous allons toujours être sans équivoque sur les principes de droit et les valeurs que nous avons. Et c'est pour ça que nous demandons au gouvernement de l'Inde de travailler avec nous en toute transparence. Soit qu'on est très ferme vis-à-vis de l'Inde et puis qu'elle a des conséquences directes puis qu'on s'assume, soit qu'on laisse la porte ouverte à une espèce d'aménagement. Puis on dirait qu'il envoie les deux messages en même temps, M. Trudeau. On voudrait qu'il se branche. Ça pose mille questions, cette histoire-là. Alors oui, bien entendu, on a besoin de plus d'informations, c'est sûr qu'on a besoin de plus d'informations. Mais on le fait dans la volonté de savoir ce qui se passe et non pas dans la volonté d'attaquer quoi que ce soit. Désolé pour le son de la dernière extrait de M. Deltel. Chantal, je commence avec vous. Alors, M. Trudeau, est-ce qu'il y a deux voies devant lui, l'apaisement, ou on continue d'exiger, par exemple, une enquête qui n'arrivera pas? Les Indiens ne feront pas une enquête sur quelque chose qu'ils disent qu'ils n'ont pas fait. Alors, est-ce qu'il y a deux voies devant lui? Il n'y a pas deux voies, mais il y a deux stratégies. Lui, son rôle, c'est de répéter ce qu'il a dit à la Chambre des communes, de ne pas jeter de l'huile sur le feu. C'est certainement pas à lui non plus de faire l'enquête lui-même. L'autre voie, c'est celle que vous avez énoncée en intro, c'est-à-dire de laisser des informations sur les informations à partir desquelles M. Trudeau a dit ça, sortir, mais autrement que par sa bouche ou par le canot officiel d'un point de presse du gouvernement. En clair, on est en train de donner de l'éclairage sur les fondements de la décision. Le fait qu'on a présenté ces faits-là, par exemple, aux autorités indiennes, y compris au premier ministre m'a dit, et selon les sources canadiennes, ça n'a jamais été démenti. La première mission de M. Trudeau vis-à-vis du Canada, c'est de s'assurer qu'il continue à avoir la crédibilité de mener l'exercice. C'est-à-dire qu'on ne dise pas qu'il s'est dépêché de faire ça pour se faire du capital politique. Mais sa deuxième mission, c'est de continuer à insister, et il ne l'obtiendra pas, d'obtenir la collaboration du gouvernement indien pour faire toute la lumière sur cet épisode-là. Ça n'arrivera pas. Non. Chantal, un petit mot, puis Hélène, je vous donne la parole tout de suite. Est-ce qu'en rétrospective, aurait-il dû être si vocal, c'est un anglicisme, aurait-il dû faire la déclaration comme il l'a fait, sachant que les Indiens allaient se braquer? L'autre choix, c'était de revivre à peu près ce qu'on a vu le printemps dernier avec la Chine, c'est-à-dire des fuites dans le Globe and Mail, le gouvernement qui ou bien essaye de ne pas répondre ou bien finit par l'admettre et là, on dit « mais qu'est-ce que vous avez fait? » Puis là, on se retrouve pas mal à la case départ. Ça n'a pas aidé nos relations avec la Chine. Les 6 derniers mois, on n'est pas mieux placé avec la Chine parce que le gouvernement a essayé de garder plus d'informations à l'extérieur de la sphère publique. Hélène. Oui, je suis assez d'accord avec Chantal. Je pense qu'il n'avait pas le choix que d'aller au-devant
des coups, en tout cas au devant des annonces désagréables dans les médias. Mais je trouve que ces fuites dont vous avez fait part en début d'émission sont intéressantes et elles servent probablement à dégêner un peu tout le monde, incluant nos alliés, parce qu'on a quand même constaté une certaine pudeur cette semaine. Moi, en tout cas, ça m'a frappé. Une fois la première annonce faite de M. Trudeau et les réactions normales là, des partis d'opposition, c'est pas comme si nos alliés s'étaient empressés d'emboîter le pas et de dire qu'on était tous d'accord avec eux et puis qu'on allait demander des comptes à l'Inde. On n'a pas répudié le Canada. Bon, l'histoire du Washington Post, selon laquelle les États-Unis auraient refusé là, de suivre le Canada, ont été réfutées, mais n'empêche pas moins que les sorties de nos alliés ont été quand même timides. On a dit, bon, il faudrait que l'Inde participe à une enquête. Ça reste quand même très modéré compte tenu de l'ampleur de l'allégation. Et même du côté des partis d'opposition, M. Poilievre, le chef conservateur, opposition officielle, à qui on a reposé des questions cette semaine, n'a pas voulu s'aventurer davantage en disant « moi, je veux voir des preuves, je veux voir des preuves ». Bon, petite parenthèse ici, il n'était pas aussi exigeant quand il s'agissait du renseignement concernant la Chine, mais enfin. Donc là, cette information supplémentaire permet peut-être de dégêner certaines personnes. Alors, le Canada, Jonathan, devra gérer cette crise réelle avec l'Inde, mais s'il n'avait pas agi publiquement, il y aurait eu toute une crise interne en politique canadienne à gérer. Ouais. Ben, moi, j'étais de ceux au début de la semaine qui se disaient « Ah, voilà un premier ministre qui apprend peut-être de ses erreurs, qui décide d'être proactif, veut se prémunir contre d'éventuelles fuites dans les médias. » Mais en même temps, vous ne pouvez pas jeter un tel pavé dans la mare sans vous soucier des éclaboussures. Or, j'ai un peu l'impression qu'ils ont fait ça un peu rapidement. On va prendre les devants, on va être proactif, on va dénoncer ce qui s'est passé, mais depuis ce temps-là, à peu près rien. Là, on voit quelques bribes d'informations qui commencent à filtrer dans les médias, mais si vous y allez d'accusations aussi graves d'une déclaration solennelle du premier ministre, que ce soit de façon officielle ou non officielle, vous devez être en mesure d'étayer ces reproches-là, ces attaques-là. Or, on a vu que très peu de choses. Le soir où Justin Trudeau a fait cette sortie-là, j'ai une source fiable, crédible, qui m'a dit aujourd'hui, on parle d'un cas, mais vous savez quoi? Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres enquêtes, qu'il n'y a pas d'autres incidents. Je me suis dit, oh, il y a probablement d'autres éléments qui vont faire surface, d'autres histoires. Depuis ce temps-là, on n'a rien vu. Donc, ça sent un peu l'improvisation. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on voit? C'est les répliques, une après l'une, les réprimandes, les conséquences auprès de l'Inde. Et on se demande où tout ça va s'arrêter. Oui, Chantal, Hélène, je vous ai vu réagir. Donc, là, 20 secondes. moi, je suis pas d'accord. Entendons-nous, là, on est jeudi. C'est une déclaration qui a été faite lundi. Je ne m'attendais pas à ce que le SCRS, les services de sécurité, mettent sur la table à peu près l'ensemble de leurs enquêtes sur l'Inde dans la semaine pour étayer la crédibilité du premier ministre. Parce que là, c'est la crédibilité du genre de services de sécurité et de renseignement qu'on a que j'aurais été obligée de questionner aujourd'hui. Hélène. Oui, absolument. Puis en fait, moi, j'irais plus loin en rappelant que ça nous démontre que l'ingérence indienne, elle est beaucoup plus large que cette question-là. Il y avait un super bon texte aujourd'hui qui relatait on parlait tantôt de Facebook, vous parliez de ça avec la ministre tout à l'heure, qui relatait toutes les publications que le World Sikh Organization avait essayé de mettre sur Facebook, sur Instagram, à la suite de l'assassinat de M. Nijjar, en demandant justement des comptes à l'Inde, en disant qu'est-ce qui s'est passé, quel est cet assassinat. Et toutes ces publications-là ont été censurées par les réseaux sociaux. Et la réponse, quand ils ont demandé pourquoi, la réponse qui leur a été fournie, c'est ce M. Nijjar, il est considéré par l'Inde comme étant proche d'une organisation terroriste et l'Inde nous a demandé de censurer ces publications. Alors, vous voyez, c'est beaucoup plus large. C'est que ce qu'on constate, c'est qu'il y a toute une bataille politique importée de l'Inde et qui se joue chez nous. Et cette ingérence indienne, elle ne se traduit pas seulement par peut-être cet assassinat, mais aussi tout le discours qui entoure ça. Et on a peut-être été un peu naïf au Canada. On ne voit pas toujours ce qui se passe dans les communautés culturelles. Et d'ailleurs, c'était quelque chose que disait
Rappelez-vous, Ujjal Dosanjh, qui était un ministre fédéral, avant ça, premier ministre de Colombie-Britannique, qui avait été battu violemment pour avoir pris la parole en disant « Eh oh, il y a de l'extrémisme dans notre communauté ». Et il continue de dire ça. Il continue de dire qu'on est un peu naïf. Le ministre des Affaires étrangères a dit ça exactement à New Delhi aujourd'hui. OK, je dois enchaîner. Un mot, une question sur Zelensky. On va beaucoup en parler demain. On fait une émission spéciale, mais une question. On a vu le débat aux États-Unis, ailleurs, en Europe. Est-ce qu'on doit continuer, et l'opinion publique américaine est de plus en plus divisée là-dessus, continuer à soutenir sans réserve Zelensky, signer des chèques? Est-ce que ce genre de débat-là peut ou va survenir au Canada, d'après vous? Tour de table rapide, Hélène. Bien, moi, je le vois pas, mais aussi, c'est parce que les montants que nous, on investit n'ont rien à voir avec les montants américains. Alors, l'impact sur notre budget total n'est pas du tout le même, là. Mais on le sent pas pour l'instant. Il semble y avoir une belle solidarité. Chantal. Je vous rappellerai que Stephen Harper, quand il était premier ministre, était extraordinairement froid à l'égard de Vladimir Poutine. M. Harper inspire encore beaucoup les politiques de son ancien parti, et il n'y a donc pas à la Chambre des communes, dans le moment, le début de ce genre de mouvement-là vis-à-vis des politiques d'appui du gouvernement Trudeau à l'Ukraine. Jonathan. Je pense que demain, on risque d'assister à quelque chose de très solennel, voire même poignant par moment. Première visite du président Zelensky à la Chambre des communes. En même temps, ce qui guette l'Ukraine et les pays qui doivent convaincre leurs citoyens de l'importance, de la pertinence d'investir massivement, c'est l'espèce d'imperméabilité qui semble se dessiner après plus de 18 mois de guerre. Donc, malheureusement, on s'habitue à peu près à n'importe quelle condition là, dans notre société. Et c'est comme devenu quelque chose qu'on accepte généralement qu'il y a une guerre en Ukraine. On est rendu à plus de 500 000 soit blessés ou morts du côté de la Russie et de l'Ukraine. Et là, le danger, c'est de continuer à convaincre les gens de l'importance d'appuyer massivement l'Ukraine dans son combat. Oui ou non? Est-ce qu'on a pris la bonne stratégie avec C-18? Bien sûr, beaucoup de gens appuyaient, puis c'est valeureux d'aller chercher de l'argent chez Meta, puis redistribuer aux médias qui travaillent, des journalistes. Chantal, Meta ne veut rien savoir. Est-ce qu'il n'y a pas un blocage là total? Et deux choses. On a probablement surestimé l'importance des médias canadiens et de l'information pour Meta et Facebook. Deuxième question qui se pose, est-ce que le refus de Meta s'est traduit par une augmentation de la fréquentation des sites des médias canadiens qu'on voulait aider avec cette entente-là? Et troisièmement, si un jour Google rejoint Meta, ça va être la preuve et le test ultime et l'échec ultime de ce projet de loi, de cette loi. Hélène, je vous prête. Oui, mais vous savez, avec ces géants-là, je pense que la seule bonne stratégie, c'est de se mettre à genoux et demander pardon, mon oncle. Il y a rien qu'accepteront ces géants qui sont devenus des entités supranationales qui font la pluie et le beau temps. Il fallait au moins essayer. Et moi, je pense qu'il peut y avoir peut-être un aspect positif pour les médias. Ouais. OK. Jonathan, il fallait au moins essayer, dit Hélène. Vous êtes d'accord? Ben oui, mais en même temps, on mesure un peu l'influence canadienne, l'incapacité à faire plier ces géants-là. Et là, ce qu'on constate, c'est que au Canada, à peu près tout le monde est perdant, c'est-à-dire que les entreprises de nouvelles n'iront pas chercher les revenus supplémentaires espérés. Et bien, le citoyen, lui, a un accès qui est diminué aux nouvelles. En même temps, on peut se demander, quelle est l'alternative? Probablement la négociation. Il ne semble pas nécessairement enclin à le faire. Mais ce n'est pas un dossier non plus qui est évident. Meta ne s'est soumis à aucune loi sur la planète. Là. Il n'y a aucune loi, aucun pays qui a réussi ça. Là. On était les premiers. L'Australie avait retiré parce qu'il y avait eu une égo. Meta se retire de toutes les ententes avec les grands médias sur la planète. Dit, savez-vous, on n'a pas besoin de vous. Bon, merci. Voilà. Chantal, Hélène, Jonathan, merci beaucoup d'avoir été là. Bonne soirée. Demain, ça sera la journée Zelensky à Ottawa. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.